Salut! Peut-être vous demandez-vous pourquoi c'est moi qui fais cette série de vidéos et pas quelqu'un d'autre. C'est une très bonne question. J'ai eu très tôt conscience que notre mode de vie moderne posait des problèmes sans être capable d'y mettre des mots. En étudiant les sciences, les choses se sont clarifiées. Je suis sans doute devenu prof de sciences de la vie et de la Terre, en partie parce qu'il me tenait à cœur de faire prendre conscience aux jeunes générations de leurs responsabilités. Et puis les années ont passé, puis pourtant, les problèmes ont continué de s'aggraver d'année en année. Premier constat troublant, le fait de savoir ce qui ne va pas ne suffit généralement pas pour motiver les gens à entrer en action pour arranger les choses, du moins dans la majorité. Et cet état de fait perdure. Plus inquiétant encore, une grande majorité de gens peut être d'accord pour dire non à ce que leur propose le gouvernement et le laisser tout de même nuire à l'intérêt général sans réagir. La passivité constitue un autre versant de la difficulté qu'il va nous falloir affronter. Nous contenter de réfléchir de façon pragmatique à propos de ce qu'il adviendra de l'humanité, même si c'est nécessaire, c'est tout à fait insuffisant si nous voulons peser sur son avenir. Nous devrons comprendre ce qui, selon le cas, peut rendre possible, difficile ou impossible le seul fait de penser l'avenir. Voyez ce qui se passe lorsqu'on essaie de considérer, par exemple, des échelles de temps particulièrement longues. Au-delà d'un siècle, ça paraît très lointain. Certains prospectivistes se projettent à 30 ou 100 ans. Cependant, il s'agit de prédiction, et non de préparation. Le monde dans lequel nous vivons semble si complexe que nous avons grand-peine à imaginer son avenir de façon plus ou moins globale. C'est pourquoi je proposerai de place en place plusieurs exercices de pensée pour changer de perspective. Tenez, commençons tout de suite. Je vous invite à prendre quelques minutes pour tenter d'imaginer le prochain siècle. Vous pouvez mettre la pause. Refaites l'exercice pour le prochain millénaire. Vous avez déjà le vertige? Et respirez un bon coup, parce que ce n'est encore rien. D'après ce que nous savons, il y a des êtres humains sur Terre depuis plusieurs millions d'années. Et notre espèce particulière, Homo sapiens, y est apparue il y a seulement environ 300 000 ans. 300 000 années, ça fait 3000 siècles. 3000 siècles. Mais alors c'est quoi les 21 siècles du calendrier courant par rapport aux 3000 siècles de présence de notre espèce sur Terre? Ça fait moins de 1%. Si ce petit exercice de pensée vous a intrigué, vous a amené à prendre conscience que la question de l'avenir se joue sur une très grande échelle de temps, il a atteint son but, vous fait réfléchir par vous-même. Nous avons rarement au quotidien l'occasion de penser à long terme. Nous sommes pourtant capables, grâce aux travaux des préhistoriens, des paléontologues, des archéologues, de nous représenter en partie le très long passé de notre espèce, y compris celui qui a précédé notre propre apparition. Si les sciences, les technologies et l'intelligence humaine peuvent regarder si loin dans le passé, pourquoi n'essayerions-nous pas de regarder tout aussi loin dans l'avenir? La question est cruciale. Nous avons perduré 3000 siècles sans nous poser de questions sur les conditions de notre avenir lointain. Nous contentant d'anticiper à l'échelle de l'année ou au mieux de quelques décennies. L'humanité est parvenue à s'installer sur tous les continents, sous toutes les latitudes, sous tous les climats et à développer des modes de vie d'une incroyable diversité sur Terre. Mais plusieurs signes indiquent que la fête est bientôt finie. Depuis quelques siècles, les activités humaines se sont emballées, tout comme la démographie planétaire. Nous avons dans quelques pays un niveau de vie inégalé dans l'histoire des civilisations, mais à quel prix? Les déchets de nos centrales nucléaires, par exemple, vont rester radioactifs pendant des millions d'années. Leur gestion se fera aux frais des milliers de générations d'humains qui vont se succéder après les nôtres. Que croyez-vous au juste que ces humains du futur penseront de nous si des fuites contaminent des populations entières? Quand une action entraîne des maladies et des morts, c'est un crime. Que les victimes n'apparaissent que dans un lointain futur n'y change rien, si ce n'est que les criminels auront vécu toute leur vie sans avoir à assumer leurs responsabilités. Nous avons aussi un sérieux problème écologique, car nos modèles économiques en vigueur remettent en question la durabilité des écosystèmes dont nous dépendons directement. Nous avons également en vue des problèmes énergétiques, des problèmes de ressources épuisables. Bref, il est peut-être grand temps de s'occuper de l'avenir.
Plutôt que de nous résoudre à l'effondrement annoncé des systèmes sociétaux modernes, et peut-être des écosystèmes tout court, je propose de partir du principe que nous pouvons nous en sortir et que nous allons le faire. C'est une position de parti pris, certes, mais comme l'a écrit Robert Heinlein dans un de ses romans, « Ne devenez jamais pessimiste. Un pessimiste a plus souvent raison qu'un optimiste, mais l'optimiste s'amuse beaucoup plus, et aucun des deux ne peut arrêter la marche du monde. » Si nous voulons que nos sociétés perdurent, il va falloir trouver comment nous y prendre. Il ne s'agira pas de nous contenter de finir ce siècle, même si c'est évidemment la première échéance dont nous devons nous préoccuper. Au-delà, je crois carrément utile d'envisager le prochain millénaire, et même les 10 000 ou 100 000 prochaines années. Je ne parle pas de s'en sortir seulement pour nous-mêmes ou pour nos descendants, hein. Il s'agit de peser nos responsabilités sur l'avenir des civilisations au sens large, aussi loin qu'il nous est possible. Si nous nous astreignons à trouver des solutions pertinentes et viables pour les 1000 prochaines années, elles pourraient bien continuer de l'être beaucoup plus longtemps encore. Une échéance aussi lointaine contraint à distinguer d'une part les solutions que l'on peut qualifier de transitionnelles, qui peuvent fonctionner quelques décennies ou quelques siècles, et puis d'autre part des solutions véritablement durables, c'est-à-dire dont nous pouvons garantir dès maintenant qu'elles fonctionneront encore dans 10 000 ou dans 100 000 ans. Ce type de considération produit parfois chez mes interlocuteurs des réactions variées, qui vont du sourire navré à la moquerie, en passant par le silence poli et le regard incrédule. Si ce sujet est aussi difficile à aborder, c'est sans doute parce que nous n'en avons jamais eu l'habitude. Nous sommes conditionnés par notre cadre de référence sociologique à prendre en compte certaines questions et à en rejeter d'autres. De nombreux auteurs abordent ces problèmes de diverses façons. Quand des concepts ont déjà été formalisés par d'autres, je ferai référence à leurs travaux autant que possible, assumant le risque, en reprenant leurs réflexions à mon compte, de plaquer abusivement ma représentation sur la leur. Je crois que c'est un risque qui en vaut la peine. Si je suis critiqué, contredit ou complété, ça fera avancer la réflexion pour tout le monde. Je ne peux pas prétendre tout savoir de tout ce qui a été écrit sur les sujets dont je vais parler. Cette série est donc appelée à être retravaillée et enrichie au fil du temps, dans le but de devenir plus pertinente si nécessaire, plus efficace si c'est possible, et surtout, plus utile. Donc je vais vous proposer à la fin de cette série des conseils de lecture, je vais proposer dans les épisodes des références à des ouvrages qui vont vous permettre d'approfondir certaines questions ou de mieux comprendre ce que certains auteurs expliquent et que je ne fais qu'évoquer. Si nous voulons durer, il peut s'avérer décisif de commencer par comprendre le cadre, plutôt les cadres dans lesquels nous évoluons et qui rendent possible certaines questions et pas d'autres. Après tout, si nous avons pu durer jusqu'ici, c'est tout de même la preuve que notre espèce, depuis des centaines de milliers d'années, est parvenue à formuler et à traiter des myriades de questions qui nous ont poussés en permanence à changer et à nous adapter. Pour que des questions inhabituelles puissent être considérées sérieusement, il nous faudra comprendre comment la façon même de considérer les problèmes peut évoluer au sein des sociétés humaines. À partir de là, plusieurs chemins s'offrent à vous, sous forme de questions qui vont correspondre à des épisodes. En quoi nos représentations de la modernité bloquent-elles nos capacités à nous remettre en question? Et bien là, vous allez aller à cet épisode-ci. Quelles limites humaines s'opposent à notre évolution et à celle de nos sociétés? Voilà, ce sera plutôt là. Et puis, troisième possibilité, troisième question, comment les hommes du passé le plus lointain envisageaient-ils l'avenir? Quel impact cette représentation avait-elle sur les sociétés? Ça va être par là que ça se passe. Merci d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires, et de me mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt!